Mesdames, Messieurs, vous savez que nous sommes en train de construire une bibliothèque à partir d'une simple image. Et l'image en question, c'est celle des étoiles nouvelles à la fin du poème « Les Conquérants » de José María de Heredia. Le problème que nous nous posons est le suivant. S'il est vrai que cette image des étoiles nouvelles à la fin du poème de Heredia ne correspond pas exactement à la réalité astronomique, comme l'a montré le débat dans le journal Le Temps en octobre 1905, qu'est-ce qui, dans l'histoire de la littérature, je dirais même dans l'histoire des discours plus généralement, qu'est-ce qui, dans cette histoire des discours, permet de rendre cette image plus probable pour le lecteur du sonnet? Et quand je dis ici « probable », je prends cet adjectif dans son sens étymologique, celui qu'il avait encore au XVIIe siècle, et en particulier dans le discours de la casuistique, dans la querelle, vous vous rappelez peut-être, lancée par Blaise Pascal avec ses provinciales. Probable signifie ici ce qui peut être approuvé, ce qui est susceptible d'être approuvé. Et on parlait ainsi, à l'époque de Pascal, d'opinions probables, comme d'opinions en vérité plausibles, vraisemblables, des opinions qui ont une apparence de vérité. Or donc, l'image des étoiles nouvelles surgissant à l'horizon occidental pour les conquérants de Heredia, je reviens ici au poème, cette image des étoiles nouvelles surgissant à l'ouest, elle a une apparence de vérité. Elle est acceptable. Elle est probable. Elle est recevable à la première lecture, même si elle est littéralement inexacte. Et je ne reviens pas ici sur les différentes interprétations qu'on peut donner de cette image et les raisons pour lesquelles cette image est littéralement inexacte. Ce qui rend toutefois cette image, malgré son inexactitude astronomique, ce qui la rend recevable, probable, c'est un savoir communément admis. Un savoir selon lequel le ciel change selon le point de vue d'où on l'observe depuis la Terre. Car on ne contemple pas le même ciel ni les mêmes étoiles en deux points du globe terrestre. C'est un fait d'expérience, et ce fait a été accepté et reconnu comme tel depuis des millénaires. Alors, d'un tel fait, certains ont une expérience directe. Les voyageurs, les marins, les astronomes. D'autres, les plus nombreux sans doute, n'ont de ce fait du changement du ciel en fonction de la position où l'on se trouve sur la Terre, d'autres n'ont de ce fait qu'une connaissance indirecte, une connaissance médiée par le discours. Et comme je le soulignais dans ma leçon inaugurale il y a quelques semaines, notre connaissance du monde vient principalement des discours. C'est une autocitation que je fais là. La question est donc, quels sont les discours qui nous ont permis de savoir qu'il existe des étoiles différentes de celles que nous connaissons? Quels sont les discours qui nous ont transmis la connaissance de ce fait? Et voilà la raison de cette bibliothèque des étoiles nouvelles que nous sommes en train de construire. Une bibliothèque virtuelle et multiple. Virtuelle parce que je ne prétends nullement ici que Heredia ait eu connaissance de l'ensemble des textes que nous évoquons ici. Une bibliothèque multiple aussi parce que nous constatons que ces occurrences
de l'image des étoiles nouvelles, des étoiles autres, ces occurrences n'ont pas toujours la même signification, pas toujours la même connotation, pas toujours la même valeur. Il existe en effet dans cette bibliothèque des étoiles nouvelles des sous-bibliothèques, des sections de bibliothèques, des étagères, dont le rapport avec le sonnet de Heredia est plus ou moins probable. On revient à cette histoire de probabilité. D'où le néologisme que j'avais risqué la dernière fois. Vous vous rappelez peut-être, celui de probabliothèque. En règle générale, je n'apprécie guère les néologismes, et celui-ci pas plus que les autres, je vous avoue. Mais je lui reconnais une utilité rhétorique, une utilité pédagogique, dont j'ai trouvé dommage de me priver et de vous priver par la même occasion. Cela dit, je ne me risquerai pas à un pari sur la longévité de ce néologisme. Il s'agit donc, ici, vous l'avez compris, de construire les diverses bibliothèques, les diverses sous-bibliothèques probables de l'image des étoiles nouvelles. Et la première sous-bibliothèque ou probabliothèque que nous avons explorée remonte, vous vous en souvenez, à la poésie de l'Antiquité classique. Et nous avions vu des textes de Virgile, d'Horace, de Lucain. Et nous avons vu, ce faisant, vous vous en souvenez également, que le motif de l'étoile étrangère se rattache dans cette sous-bibliothèque, se rattache à la figure rhétorique de l'adunatone. En ce que ces étoiles nouvelles qui apparaissent aux anciens, aux Romains en particulier, évoquent le caractère contre nature du fait de trouver dans le ciel des étoiles autres. Cela ne devrait jamais arriver pour un Romain. On devrait toujours rester sous son ciel, sous le ciel de Rome, évidemment, en particulier. Et donc trouver d'autres étoiles, c'est uniquement parce que l'on s'est exilé, parce que l'on a voyagé. Et le voyage est une souffrance. Chacun est lié à un ciel qu'on ne devrait pas quitter. Se retrouver sous un autre ciel, c'est une souffrance qu'il convient d'éviter. On se trouve donc avec ces étoiles nouvelles, impossibles. On se trouve donc dans une conception anthropologique bien différente de celle que nous avons dans le poème de Heredia, où, au contraire, l'image des étoiles nouvelles est affectée d'une valeur positive, d'une valeur libératrice pour ces conquérants qui sont pris dans l'avidité des choses matérielles. Voilà pour cette première sous-bibliothèque antique, poétique. Une deuxième sous-bibliothèque de la bibliothèque des étoiles nouvelles est constituée par le discours de type astronomique. Alors nous avons à peine commencé d'explorer cette étagère la semaine dernière avec quelques vers de l'astronome romain Manilius. Et d'emblée, ce qui frappait, ce qui nous frappe encore lorsque nous considérons ces vers, c'est la différence avec la sous-bibliothèque précédente. Vous vous rappelez qu'ici, en fait, Manilius évoque dans ce texte sa propre entreprise de poète astronome qui défriche un terrain vierge et qui, ce faisant, abat des bosquets, et quand il abat des bosquets, des étoiles nouvelles apparaissent, des étoiles qui n'étaient pas visibles depuis le sol parce qu'elles étaient cachées par les frondaisons des arbres. Et donc, ce qu'on voit ici dans cet exemple, c'est que si la probabliothèque antique et poétique de l'étoile étrangère, chez Virgile, chez Horace, chez Lucain, avait affaire avec l'adunatone, avec cette figure de l'impossibilité, ce qui est impossible et qui se réalise montre que le monde ne va pas dans le bon ordre. Ici, au contraire, avec la sous-bibliothèque astronomique, c'est l'inverse qui se passe. Nous ne sommes plus dans l'adunatone.
Nous ne sommes plus dans le domaine de l'adunatone, de l'impossible, d'un impossible connoté péjorativement, mais nous sommes au contraire dans le domaine du possible, du dunaton, si je continue à parler grec. Et pour cause, puisque les astronomes explorent le ciel. Nous sommes ici dans la bibliothèque astronomique. Les astronomes explorent le ciel. Ils rencontrent dans leur exploration des étoiles nouvelles. Et les étoiles nouvelles font pour eux partie du réel. Elles font partie de la nature. Et si elles font partie de la nature, ça veut dire qu'elles sont réellement possibles. Elles appartiennent, ces étoiles nouvelles, à l'ordre du chose, à l'ordre des choses. Et ils essaient, ces astronomes, à ce titre, de rendre compte de ces étoiles nouvelles, de leur trouver une place dans l'ordre de la nature. Ils essaient de rendre, en quelque sorte, si je puis dire, l'adunatone dunatone. Je parle beaucoup grec là. Ils essaient de rendre l'impossible possible dans leur discours. Possible et positif. Et c'est pourquoi la connotation de l'image, ici, est différente. Elle n'est plus nécessairement péjorative, même si elle peut encore l'être à l'occasion, lorsque subsiste le reliquat de l'adunatone originel, de l'impossibilité liée à ce fait des étoiles nouvelles originelles. Et donc, c'est ce que nous avons vu avec ces étoiles nouvelles de Manilius, celles que l'on observe donc après avoir défriché un terrain vierge et qui correspondent à sa propre entreprise de poète astronome. Mais bon, vous allez me dire, il n'y a pas ici vraiment de regard astronomique sur la réalité. Je suis bien d'accord. Mais le fait que cette connotation positive de l'étoile nouvelle vienne d'un astronome, ou d'un poète astronome, me semble intéressant et assez significatif pour nous. Alors, sautons à présent 15 siècles. Sautons 15 siècles. Avec Manilius, on était au tout début de l'ère chrétienne. Et arrivons-en, si vous le voulez bien, à l'astronome danois Tycho Brahe. Tycho Brahe, auteur en 1573 d'un opuscule intitulé De nova et nullius aevi memoria prius visa stella. Le titre est en fait beaucoup plus long, mais je m'arrête ici aux formules qui sont en capitale dans le texte. On pourrait traduire cette formule latine ainsi. De l'étoile nouvelle, encore jamais vue de mémoire d'homme. De l'étoile nouvelle, à propos de l'étoile nouvelle, qui n'a encore jamais été vue de mémoire d'homme. De quoi parlait ce texte de Tycho Brahe, cet opuscule? Il s'agissait d'une réflexion sur un événement astronomique qui était apparu dans le ciel en 1572, à savoir une étoile nouvelle, ce que nous appelons maintenant désormais une supernova. Une supernova. Et vous entendez dans le terme supernova l'étymologie même du mot, étoile nouvelle, nova stella. Supernova, ça veut dire une super étoile nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile, une supernova? C'est une étoile qui explose et qui devient, d'un seul coup, beaucoup plus brillante qu'elle n'était auparavant, et donc très visible dans le ciel. Et donc il y a eu, en 1572, une supernova visible dans le ciel, et qui a été visible jusqu'en 1574, pendant 2 années. Et Tycho Brahe, astronome danois, du reste le terme danois apparaît dans son titre, Tychonis Brahe Dani, il est danois, il se définit comme danois. Tycho Brahe réfléchit évidemment sur ce phénomène céleste. Mais ce qui me paraît intéressant dans le titre, qui est un très beau titre, c'est une réflexion sur cette étoile nouvelle, et le terme qui est le terme rématique, qui désigne le type de discours que Tycho Brahe veut développer dans son opuscule, c'est vous le voyez, une contemplatio mathematica. Une contemplatio, oui, pas encore l'habitude, il faut que je retrouve. Une contemplatio mathematica, une contemplation mathématique de l'étoile nouvelle. C'est très beau. Bon. Mais ce qui m'intéresse, ou ce qui nous intéresse ici, me semble-t-il, c'est la glose, c'est le titre, les premières phrases du titre.
C'est une glose du terme noa, nouveau. Et en effet, pourquoi cette étoile est-elle nouvelle? Non pas parce que on s'est déplacé sur la Terre et qu'on voit apparaître une étoile qu'on ne connaissait pas. Non, cette étoile, elle est nouvelle parce qu'elle n'est, je reprends la traduction du titre, elle n'a encore jamais été vue de mémoire d'homme. Cette étoile est nouvelle non pas parce qu'on s'est déplacé sur le globe terrestre, mais parce qu'elle est nouvelle absolument, de manière absolue. Personne ne l'a jamais vue. Et pour cause, effectivement, elle vient d'apparaître dans le ciel que nous connaissions. Nous n'avons pas changé de ciel, nous n'avons pas changé de terre. Et donc, ici, le titre est très intéressant comme un déplacement du sens du mot nouveau, ici dans Étoile nouvelle. Nous sommes ici vraiment dans un phénomène de type astronomique. Alors, je pourrais continuer l'exploration de cette étagère astronomique de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Un sous-rayon de cette étagère astronomique concerne les étoiles en déplacement, à savoir les comètes et les autres astéroïdes. Et de fait, je vais assez peu en parler, je les mentionne un peu en passant, parce que les anciens, depuis fort longtemps, n'ont jamais confondu les étoiles étrangères, celles qu'on voit en se déplaçant sur la Terre, ou bien les étoiles nouvelles, celles de Tycho Brahe, avec les comètes. Puisque les comètes appartiennent, depuis très longtemps, dans l'astronomie antique occidentale, appartiennent au monde sublunaire, beaucoup plus proche de la Terre. Elles ne sont pas au-delà même des planètes. Elles sont sous la Lune, entre la Lune et la Terre, dans la représentation du monde antique. Mais ces comètes, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi on y faisait attention, ces comètes ont longtemps été affublées de significations annonciatrices, en général de désastres. Et justement, désastre signifie étymologiquement mauvais astre, un mauvais astre. Le préfixe dis, ici dans désastre, ayant un sens péjoratif. Et le terme, en réalité, a été emprunté à l'italien disastro, qui était attesté au XIVe siècle. Alors, je voudrais néanmoins vous montrer quelques exemples de comètes ou d'astres nouveaux désastreux dans l'histoire des discours et des images. Et il m'est difficile de ne pas citer, mais je la cite uniquement pour mémoire ici, la gravure la plus célèbre de toute l'histoire de la gravure occidentale, Mélancolia I de Dürer, gravure de 1514, extrêmement célèbre, extrêmement complexe à analyser, à expliquer. Mais ce qui m'intéresse dans cette gravure, c'est cette comète qui apparaît dans le ciel ici, et qui est sans doute l'une des causes ou l'un des signes de cette mélancolie qui frappe le personnage principal. Alors, cette gravure regorge de symboles de toutes sortes. Toute une bibliothèque entière a été écrite sur cette gravure. Je vous en fais grâce. Je ne l'ouvrirai pas aujourd'hui. Mais cette gravure a une dimension apocalyptique, une dimension qui perdure jusqu'à une époque très récente. Et là, je vais citer là encore une autre image que vous reconnaissez peut-être, une image tirée du film de Lars von Trier, Mélancolia, sorti en 2011, film tout à fait intéressant, où l'étoile nouvelle apparaissant dans le ciel, et qui est en vérité une météorite qui s'approche de la Terre jusqu'à, finalement, je pense que je ne divulgage rien, c'est finalement la frapper de manière apocalyptique, où l'étoile nouvelle apparaissant dans le ciel prend un caractère d'adunatone, d'impossible, avec un caractère fortement péjoratif. Et cela est très présent, cet adunatone, cette dimension d'impossibilité, dans cette image que je trouve intéressante, puisque
vous voyez en réalité ici 3 planètes, 3 étoiles, 3 astres, disons, le Soleil, la Lune, et puis ce météore, cette météorite qui s'approche de la Terre. Et le caractère d'impossibilité d'Adunatone est très sensible ici, non seulement parce que nous avons ces 3 astres dans le ciel, alors qu'au maximum on peut en avoir 2 dans un ciel, mais très sensible ici dans les ombres, puisque vous avez 3 ombres pour chaque personnage, en particulier pour celui-ci et pour celle-ci. Le fait d'avoir 3 ombres sur la Terre évoque précisément et connote ce caractère d'impossibilité de l'étoile nouvelle, l'ombre triple. Alors cette étagère astronomique, avec le développement de la science des étoiles nouvelles, cette étagère s'est beaucoup développée à l'époque moderne, en particulier avec la science-fiction, et je continue et termine concernant le cinéma avec, vous reconnaissez peut-être, l'étoile noire, The Death Star de la guerre des étoiles, Star Wars. Et cette étoile noire construite par les puissances du mal, qui est une fausse planète, une planète artificielle, cette étoile noire reprend quelque chose de l'hubris, de la démesure que nous avions dans le discours antique sur l'étoile nouvelle. Vous vous rappelez, aller chercher l'étoile nouvelle, c'est d'une certaine manière faire preuve de démesure, c'est ne pas se sentir à sa place, c'est quitter sa place d'humain, de romain. Alors ici, mutatis mutandis, on est dans un phénomène d'hubris et de démesure également, puisque cette étoile de la mort, en anglais, Death Star, étoile noire dans la version française, est une étoile qui permet aux puissances du mal, Darth Vader, etc., de pouvoir détruire toute autre planète dans la galaxie. Et donc, ici, on a une manifestation concrète de l'hubris d'êtres humains qui s'octroient le pouvoir divin de vie et de mort sur tout le reste, j'allais dire de l'humanité, mais dans la guerre des étoiles, il n'y a pas que l'humanité. Ce pouvoir de droit de vie et de mort sur l'ensemble des êtres vivants qui habitent la galaxie. Donc on retrouve ici quelque chose de cette hubris connotant les étoiles étrangères dans les textes antiques. Je vais refermer cette parenthèse astronomique, cette étagère astronomique, de façon peut-être un peu plus plaisante, puisque cette Death Star, cette étoile de la mort, quelque chose d'un peu inquiétant malgré tout, avec l'étoile mystérieuse d'Hergé, un album paru en 1942. Et c'est à ce même album que j'ai emprunté l'illustration de la diapositive d'ouverture de la leçon. Vous vous rappelez, on voit un observatoire devant un ciel étoilé. C'est une très, très belle vignette de cet album. Vous connaissez sans doute cet album classique de l'histoire de la bande dessinée. Et il y a une étoile nouvelle qui apparaît dans le ciel, vous voyez, et qui est en réalité une météorite, comme dans le film de Lars von Trier, Mélancolia. Bon, sauf que les conséquences de la météorite seront moins graves que dans le film de Lars von Trier. Et l'apparition de l'étoile nouvelle, c'est ce qui me paraît ici intéressant, l'apparition de l'étoile nouvelle signale le début de l'aventure de l'album, donc de l'aventure de Tintin et de Milou. Et l'album se terminera finalement sur un retour à l'ordre normal des choses. L'étoile mystérieuse, la météorite, disparaît et il n'en reste plus aucune trace. On est dans un monde assez optimiste. Ce qui m'intéresse dans ces vignettes, ici, c'est la différence qui existe entre Tintin et Milou.
Il y a celui qui voit l'étoile et qui la reconnaît, qui dit qu'il y a une étoile nouvelle dans le ciel. Voilà qu'il y a une étoile de plus dans la grande ours. Alors évidemment, Milou prend tout au pied de la lettre. Bon. Mais Milou, lui, ne voit rien. Il dit, tu sais, Tintin, enfin il pense, c'est son discours intérieur, tu sais, Tintin, il y a des millions et des millions d'étoiles, alors une de plus ou une de moins. Ben, il y a là une sorte de sagesse terrestre qui s'exprime ici. Mais ce qui s'exprime ici, c'est d'une certaine manière, c'est le refus de l'aventure. Voir les étoiles nouvelles, comme les conquérants de Heredia, c'est devenir le héros d'une fiction extraordinaire. Voir l'étoile nouvelle, c'est s'exposer à la nouveauté complète. La nouveauté dans votre vie, dans la vie des autres. Ne pas la voir, c'est refuser la nouveauté, et c'est donc rester dans l'ordre normal des choses. S'il n'y avait que Milou, il n'y aurait pas d'aventure. Voilà, c'est pour ça que les albums, les aventures s'intitulent celles de Tintin et Milou, parce que Tintin, vous le saviez, est nécessaire à l'aventure. Avec Milou, il n'y aurait pas d'aventure, Milou resterait dans sa niche. Il n'irait pas aller voir où est arrivée, atterri ou a atterri l'étoile mystérieuse. Donc, voir la nouveauté de l'étoile, c'est le début de l'aventure. Et ça, c'est la preuve que l'on est dans un ordre différent des choses, que la nature est en train de changer. Tel serait le lien ténu, je l'avoue, ténu, entre l'étoile mystérieuse et le sonnet de Heredia, entre Tintin et les conquérants du Heredia. Voir l'étoile nouvelle, c'est aller effectivement dans une aventure inédite, qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Alors, à présent, éloignons-nous de cette étagère ou probabibliothèque astronomique de la bibliothèque des étoiles nouvelles et regagnons la Terre, regagnons un point de vue depuis la Terre. Abordons maintenant l'étagère, j'appellerais géographique, de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Cette étagère qui relie l'apparition des étoiles nouvelles à un déplacement sur la surface de la Terre. Non plus les étoiles absolument nouvelles, mais des étoiles nouvelles pour une population qui habite à un endroit particulier. Car les étoiles nouvelles qui nous intéressent, en réalité, celles qui sont dans le poème de Heredia, ne sont pas des étoiles nouvelles absolument, ce ne sont pas des supernovae. Ce ne sont pas les supernovae qui intéressent Tycho Brahe. Ces étoiles nouvelles ne sont nouvelles, dans le poème d'Heredia, que pour une portion de l'humanité. Alors, à partir de quel moment, dans l'histoire des savoirs, dans l'histoire des discours, je parle ici pour l'Occident, à partir de quel moment a-t-on eu conscience qu'en se déplaçant sur la Terre, on pouvait apercevoir de nouvelles étoiles? Eh bien, très tôt, très très tôt en réalité. Et l'un des exemples les plus anciens que nous en ayons, mais on pourrait trouver peut-être ailleurs d'autres exemples, nous est fourni par Aristote lui-même, dans son traité du ciel, et qui nous fournit un très très beau témoignage de cette théorie du déplacement et des étoiles nouvelles. Très très beau texte, très grand texte, que je vais lire ici pour vous. Nous sommes donc ici au IVe siècle avant notre ère. La manière dont les astres nous apparaissent ne prouve pas seulement que la Terre est ronde, mais aussi que son étendue n'est pas bien grande. En effectuant un déplacement minime vers le sud ou vers l'ours, alors quand Aristote dit vers l'ours, ça veut dire vers le nord, puisque l'ours se trouve vers le nord. Ours, du reste en grec, et c'est le terme qu'emploie Aristote, c'est arctos, qui a donné arctique en français, d'où cette idée du nord. Vous savez que dans le prolongement de la grande ours se trouve l'étoile polaire. Donc, en effectuant un déplacement minime vers le sud ou vers le nord, ou vers l'ours, nous voyons se modifier le cercle d'horizon. Par suite, les astres d'au-dessus de nous changent considérablement. Et ce ne sont pas les mêmes qui brillent au ciel quand on va vers l'ours, vers le nord, ou quand on va vers le midi.
Certains astres, visibles en Égypte ou dans le voisinage de Chypre, sont invisibles dans les régions septentrionales. Par ailleurs, les astres qui, dans les régions septentrionales, apparaissent en tout temps, connaissent un coucher dans les pays nommés plus haut. On peut dire l'inverse, connaissent un coucher, donc connaissent aussi un lever, d'où ces étoiles nouvelles qui apparaissent à la fin du poème de Hérédia. Tout cela ne montre pas seulement que la Terre a la forme ronde, mais encore qu'elle a la forme d'une sphère de modeste dimension. Autrement, on n'apercevrait pas si vite les effets d'un déplacement si court. Et voilà pourquoi les gens qui soupçonnent que la région des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, voilà pourquoi les gens qui soupçonnent que la région des colonnes d'Hercule touche à celle des Indes et que de la sorte il n'y a qu'une seule mer, ne semblent pas nourrir des conceptions trop incroyables. Comme témoignage à l'appui de leur dire, ils citent encore le cas des éléphants, dont l'espèce se retrouve en chacune de ces deux régions extrêmes, à savoir en Afrique et en Asie. À leur avis, les extrémités doivent à leur contact cette commune caractéristique. Et chez les mathématiciens, ceux qui tentent de calculer la longueur de la circonférence terrestre la disent d'environ 40 myriades de stades, c'est-à-dire 70 000 kilomètres. Bon, c'est le calcul cité par Aristote. En se fondant sur ces preuves, on conclura que, de toute nécessité, la masse de la Terre est non seulement sphérique, mais en outre n'est pas bien grande par rapport aux dimensions des autres astres. J'avoue que quand je lis ce texte d'Aristote, je reste confondu d'admiration et éperdu d'amour pour Aristote. Je trouve l'intelligence qu'on a dans ce type de texte, où du reste, Aristote sans doute n'invente pas tout de son propre fond, mais reprend des traditions astronomiques et de pensée qui lui préexistent. Enfin, on a là une intelligence en mouvement qui suscite l'admiration. J'aurais tendance à penser que Aristote devrait être une sorte de super professeur au Collège de France, occupant toutes les chaires d'astronomie, de biologie, de littérature, de philosophie, bien sûr. Bon. Mais, fin de la parenthèse. Alors, vous comprenez le raisonnement d'Aristote, ici. C'est que si la Terre était plate, nous verrions toujours le même ciel. Puisque nous nous déplacerions sur la Terre, et à l'horizon, nous verrions toujours les mêmes étoiles. Alors, parfois, on serait peut-être au zénith d'étoiles, au zénith, il se trouverait des étoiles différentes, mais nous verrions toujours le même ciel. Si, et la preuve est donnée par les voyageurs, si les ciels changent lorsqu'on va vers le nord ou lorsqu'on va vers le sud, c'est la preuve que la Terre est ronde. Donc, fin de la discussion, fin du mythe que dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on ait cru la Terre plate. Ce mythe qu'on ait pensé la Terre plate dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge est un mythe essentiellement moderne, qui s'est créé au XIXe siècle en grande partie. On savait, dès l'époque d'Aristote et bien avant encore, et on l'a toujours su, à part quelques peut-être huluberlus, on a toujours su que la Terre était ronde, même si l'on n'en avait pas forcément tiré toutes les conséquences physiques et toutes les conséquences géographiques, en particulier, par exemple, sur la nature de la pesanteur. Bon. Mais ce qui m'est intéressant, je trouve, dans ce texte, c'est que Aristote y confronte plusieurs types d'arguments, des arguments célestes, des arguments terrestres, des arguments astronomiques et des arguments biologiques, zoologiques. C'est à cause des astres et des éléphants, parce que les éléphants sont à la fois présents en Afrique et en Asie, que la Terre est ronde. Alors, là, tout à l'heure, je faisais l'éloge de l'intelligence d'Aristote. Ça fait tellement plaisir quand on a un génie devant soi de lui montrer le petit problème qui existe. Mais bon, ça rassure sur soi-même. Mais bon, nous savons bien que s'il y a des éléphants en Afrique et en Asie, ce n'est pas parce qu'ils sont passés par la Terre, mais c'est parce qu'en fait, ils sont passés par le continent, par
le Moyen-Orient, par la péninsule arabique, et donc il y a ici un déplacement des populations et des espèces qui ne doit rien ici à la rotondité de la Terre. Mais l'image est intéressante, et pourquoi pas prendre ce type d'argument. En tout cas, alors, il y a plein de choses à dire sur ce texte. Alors, c'est intéressant qu'Aristote dise que la Terre est toute petite, alors qu'il la calcule lui-même, ou ses prédécesseurs, la calcule à 40 myriades de stades, c'est-à-dire 70 000 km. Or, nous savons aujourd'hui que la Terre est encore plus petite que cela. En fait, un peu plus tard, Ératosthène, le géomètre alexandrin, donc au IIIe siècle avant notre ère, un siècle plus tard, mesura la circonférence de la Terre à 45 000 km, donc presque 2 fois plus petit. Et nous savons aujourd'hui, là il n'y a pas trop de doute, que la circonférence de la Terre est de 40 000 km. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, la Terre est encore plus petite que ne la croyait Aristote. Elle est 2 fois ou 4 fois plus, 3 fois plus petite. Enfin bon. L'intéressant aussi dans ce rapprochement des éléphants des étoiles, c'est qu'il y a une image là-dessus. C'est pourquoi j'avais donné ce titre à cette leçon. Ce rapprochement de l'Inde et de l'Afrique fait penser les explorateurs, fait penser les conquérants, fait penser les géographes. Et l'idée de partir vers l'ouest pour aller en Inde, vous voyez, ne date pas de Christophe Colomb. Elle est déjà présente dans ce texte d'Aristote. Et du reste, on dit que ce texte a peut-être, possiblement, inspiré Christophe Colomb pour essayer son expédition pour trouver une route des Indes par l'ouest. En tout cas, ce texte d'Aristote, tout à fait fascinant, je trouve, fait le lien entre les étoiles nouvelles, d'une part, et l'existence des antipodes, d'autre part. L'idée qu'il y aurait une autre hémisphère que celle que nous connaissons sur le globe terrestre. Et de ce point de vue-là, ce texte se situe, en quelque sorte, à la croisée de la bibliothèque astronomique et de la bibliothèque géographique. C'est un texte qui annonce, de nombreux siècles à l'avance, la découverte de nouveaux mondes, et qui la prépare, en quelque sorte. Alors, cette idée qu'on trouve d'autres étoiles de l'autre côté de la Terre, il suffit d'en faire le tour de cette Terre, eh bien, elle figure de manière tout à fait fameuse dans la Divine Comédie de Dante. Vous savez qu'en parcourant avec Virgile l'enfer, Dante, dans son poème, fait un parcours géographique, un parcours géologique même. En réalité, il traverse, et c'est dit clairement dans le texte de Dante, Dante traverse en réalité la Terre de part en part. Il rentre par un trou dans la Terre, et puis il va au plus profond, et il aboutit de l'autre côté de la planète. C'est 20 000 lieues sous la Terre, ça pourrait être l'autre nom de la Divine Comédie. Il aboutit de l'autre côté de la planète lorsqu'il parvient au purgatoire, parce que parvenu au purgatoire, il ressort à l'air libre, mais de l'autre côté de la Terre. Et donc, dans la Divine Comédie de Dante, vous avez au moins 2 allusions à cette existence d'étoiles étrangères, d'étoiles nouvelles, d'étoiles différentes de l'autre côté de la Terre. D'une part, à la fin de l'enfer. Dans le chant 26 de l'enfer, plus précisément les vers 127 à 129, que je ne vais pas citer ici, Ulysse, que Dante rencontre dans les enfers, Ulysse rapporte avoir vu, lors de ses navigations, les étoiles du ciel opposé, comme les conquérants de Hérédia. Et c'est là toujours l'idée que, en se déplaçant suffisamment sur le globe, eh bien, on rencontre
finalement d'autres étoiles. Et c'est l'expérience que fait Ulysse et qu'il rapporte à Dante et à Virgile dans sa rencontre avec les deux personnages. Ça, c'est à la fin de l'enfer. Mais dans le premier chant du purgatoire, donc suivant l'enfer, Dante lui-même débouche en plein air. Il débouche à la surface du globe terrestre, de l'autre côté, et il découvre les 4 étoiles de l'autre hémisphère. Et nous sommes ici, donc, au début de la partie du purgatoire, chant 1, vers 22 à 24. I mi volsi a man destra e puosi mente all'altro polo e vidi 4 stelle non viste mai fuor qu'à la prima gente. Je tournai à main droite et je pensai à l'autre pôle et je vis 4 étoiles que nul ne vit jamais, hors la race première. Alors, la race première, c'est Adam et Ève. Ce sont les premiers humains, parce que dans la conception du monde qui est présentée par Dante dans la Divine Comédie, le purgatoire occupe en réalité l'espace tenu par le paradis terrestre. Ce paradis terrestre dont Adam et Ève ont été chassés dans le livre de la Genèse, eh bien, sur ce paradis terrestre déserté par les humains, Dieu a installé le purgatoire. Et finalement, dans les derniers chants de la partie du purgatoire, Dante arrivera au sommet de cette montagne du purgatoire, et au sommet de cette montagne se trouve réellement, dans la réalité de la Divine Comédie, se trouve réellement le jardin du paradis terrestre, l'Éden. Et donc, voilà Dante arrivé aux antipodes et apercevant l'autre pôle avec 4 étoiles. Alors, j'ai tâché d'illustrer cela par une image, mais la question est tout de même un peu inquiétante. Et elle est très débattue, c'est une question assez importante. Quelles sont ces 4 étoiles qu'aperçoit Dante, ou le personnage de Dante, dans la Divine Comédie? S'agit-il, on songe évidemment tout de suite à cela, s'agit-il de la Croix du Sud? Et c'est pourquoi je vous ai mis cette représentation de la Croix du Sud ici, celle qui marque plus ou moins l'emplacement du pôle sud. Mais comment Dante, qui écrit, je vous le rappelle, à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, comment Dante aurait-il pu avoir connaissance de ces 4 étoiles, de la Croix du Sud? En a-t-il eu connaissance par des traditions de nomades africains ou de navigateurs indiens qui seraient remontés jusque dans l'hémisphère nord? C'est tout à fait possible. C'est la supposition que fait dans son édition André Pézard, ancien collègue du Collège de France. C'est une possibilité, donc, des traditions orales ou écrites auxquelles Dante aurait eu accès. A-t-il eu connaissance de l'existence de la Croix du Sud par Marco Polo? Marco Polo, qui, à la même époque, fait les voyages que vous savez, va jusqu'à Java, sur l'île de Sumatra, et peut voir les étoiles de la Croix du Sud, mais nous ne savons pas quelles auraient été les relations possibles entre le savoir de Marco Polo et le savoir de Dante. Ce n'est pas parce qu'ils étaient italiens, ça ne suffit pas pour qu'il y ait des relations. Alors, on peut faire d'autres hypothèses sur ces 4 étoiles et cette présence de la Croix du Sud dans le poème de Dante. On sait par exemple que, en fait, la Croix du Sud a été visible à l'horizon de l'hémisphère nord
jusqu'au début de l'ère chrétienne. Maintenant, elle n'est plus visible à l'horizon de l'hémisphère nord. Mais, jusqu'il y a 2000 ans, à peu près, on pouvait encore voir la croix du Sud à l'horizon de l'hémisphère nord. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que, en réalité, même lorsque vous ne vous déplacez pas, si vous restez suffisamment longtemps à un endroit, et je dis que suffisamment longtemps, c'est très très longtemps, c'est plusieurs milliers d'années, le ciel change. Le ciel change depuis le même point du globe terrestre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de rotation de la Terre sur son axe, enfin, de rotation de l'axe plutôt de la Terre, qu'on appelle la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, qui fait que la Terre ne garde pas exactement, que l'axe de la Terre, quand elle tourne, ne garde pas la même position par rapport au ciel, en fait. Il y a une sorte de mouvement tournant de l'axe des pôles. Autrement dit, il y a un lent changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. Et c'est un changement de direction qui suit un cycle régulier de 26 000 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester quand même suffisamment longtemps au même endroit pour voir le ciel changer. Et on sait donc que ce phénomène de précession des équinoxes a, depuis 2000 ans, rendu invisible la croix du Sud depuis l'hémisphère nord. Attends, on ne voyait pas la croix du Sud au zénith, on la voyait vraiment à l'horizon, et sans doute pas depuis tout l'hémisphère nord. Bref. Est-ce que depuis 2000 ans, un peu plus, est-ce qu'une tradition se serait conservée de l'existence de cette constellation de la croix du Sud, qui est une tradition orale, écrite, qui aurait inspiré Dante? Pourquoi pas? Tellement de choses peuvent être transportées par la tradition, qui aurait inspiré Dante à mentionner ces 4 étoiles de l'autre côté de la Terre. Et le fait est que le phénomène de la précession des équinoxes était connu d'un certain nombre de traditions astronomiques non occidentales. Il paraît qu'on trouve cela en Amérique latine, chez les Aztèques, etc. Bon. Donc, il n'y a là rien d'impossible. Donc, nous ne savons pas d'où vient cette mention des 4 étoiles de la Croix du Sud. Mais il y a une autre possibilité, beaucoup plus probable en réalité, à savoir que les 4 étoiles ne seraient pas la Croix du Sud, tout simplement. Elles formeraient uniquement une allégorie des vertus cardinales. Les vertus cardinales qui sont prudence, tempérance, force et justice. Prudence, tempérance, force et justice. Les 4 étoiles seraient l'allégorie de ces 4 vertus cardinales. Et donc, la ressemblance avec la Croix du Sud ne serait qu'une coïncidence. Mais une belle coïncidence tout de même. Donc, l'interprétation allégorique, elle est présente dans le texte de Dante. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on peut toujours supposer, et je pense que les 2 interprétations, l'interprétation astronomique de ces 4 étoiles comme la Croix du Sud et l'interprétation allégorique, comme les 4 vertus cardinales, ces 2 interprétations ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. La valeur allégorique de ces 4 étoiles aurait alors été surimposée à l'origine réelle de cette image. Et donc, je dirais même que c'est précisément parce que la Croix du Sud est composée de 4 étoiles que cela aurait justifié la mention de ces 4 étoiles dans le poème de Dante. Et telle est bien la labilité des images, leur capacité à prendre des sens nouveaux dans des contextes différents. Dans un poème, et dans un poème, a fortiori, comme la Divine Comédie de Dante, le réel, dans un poème, le réel n'est utile que s'il peut prendre un sens. Rien, dans un poème comme celui de Dante, n'est laissé au hasard. Même les calculs astronomiques les plus précis ont un sens allégorique, un sens moral. Et donc, les 2 interprétations astronomiques et morales de ces 4 étoiles, ne sont pas antagonistes l'une de l'autre. Admettons donc qu'il y ait eu une tradition, par je ne sais quel biais, de l'existence
de 4 étoiles dans l'hémisphère sud, qui serait la croix du Sud. Maintenant, la question est, à quel moment, réellement, avons-nous, dans des écrits d'Européens modernes, à quel moment avons-nous la première description non ambiguë, pas comme chez Dante, la première description sans ambiguïté de la croix du Sud par un Européen? Eh bien, cette première description, la voici, c'est un dessin, en fait. Un dessin fait en 1500, en l'an 1500, par un certain maître Jean, Mestre Juan Faras, ou Juan Emeneslau, il y a 2 noms, et la croix du Sud, vous la reconnaissez ici, et qui porte le nom, non pas de croix du Sud ici, mais de Las Guardas, les gardes. Voilà, vous avez la translittération de cette écriture. Maître Jean était un médecin et astronome de la cour du Portugal, et il accompagna l'expédition qui découvrit le Brésil, expédition commandée par Pedro Álvares Cabral. Et donc, il dessina ces 4 étoiles de la croix du Sud, Las Guardas, comme il les appelle. Il les décrivit dans une lettre datée du 1er mai 1500. Et cette lettre a été redécouverte et publiée pour la première fois en 1843. C'est, jusqu'à présent, la première occurrence connue d'une description sans ambiguïté de la croix du Sud par un Européen à l'époque moderne. Alors, ça, on a surtout ici un dessin pour Maître Jean. C'est un dessin quand même assez émouvant, me semble-t-il. Dans un texte publié, il semble que la première allusion aux étoiles nouvelles, celle qu'observent les conquérants de Heredia, cette première allusion aux étoiles nouvelles, réellement observée lors de la découverte de l'Amérique par les Européens, la première allusion, du moins que nous ayons conservée, elle date, elle, de 1511. C'est là pour la première fois qu'il est question de ces étoiles nouvelles. Elle date de 1511 et on la trouve sous la plume d'un humaniste italien, Pietro Martire d'Anghiera, en français Pierre Martyr d'Anghiera, dans son ouvrage intitulé précisément Le Nouveau Monde, De Orbe Novo, Et Le Nouveau Monde, cet ouvrage de Pierre Martyr d'Anghiera, est un ensemble de lettres sur le sujet de la découverte du Nouveau Monde. Et la première décade, la première série de 10 lettres, paraît en 1511. Donc c'est en 1511 que se trouve cette première allusion aux étoiles nouvelles découvertes par les Européens en allant vers l'Amérique. Texte tout à fait intéressant, me semble-t-il, en latin, que nous allons lire ici. Interrogati a me nautai i an Antarcticum viderint polum, je demandais à ces marins s'ils avaient vu le pôle sud. Stellam se nullam uic arcticae similem, quae discerni circa punctum possit, cognovist inquiunt. Ils ne connaissaient aucune étoile semblable à l'étoile polaire que l'on put distinguer dans les environs du pôle, répondirent-ils. Et effectivement, il n'y a pas au pôle sud une étoile très brillante qui marquerait le pôle, qui n'est, je vous rappelle, l'étoile polaire. D'abord, elle n'est polaire qu'à de certains moments, grâce ou à cause de la précession des équinoxes, et ce n'est qu'un hasard qu'il y ait une étoile qui marque à peu près seulement l'emplacement du pôle nord. Donc il n'y a pas dans le sud d'étoiles de ce genre. En revanche, stellarum tamen aliam aiun se prospexis faciem, densamque quandam ab horizonte vaporosam caliginem, quae oculosphère obtenibraret. En revanche, ils avaient, me dirent-ils, aperçu des étoiles dotées d'une toute autre apparence, une sorte de brouillard dense et vaporeux au-dessus de l'horizon qui,
obscurcissait la vue. Tumulum atolli in terra medio contendunt, qui ne Antarcticus videatur obstet, donecillum penitus traiecerint. Ils prétendent qu'une montagne s'élève au milieu des terres qui empêche de voir le nord, à moins de faire la traversée complète. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment interpréter ce fait qu'ils disent qu'il y a un brouillard à l'horizon qui empêche de voir les étoiles. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que ce qu'ils ont vu, en fait, c'est ce qu'on voyait peut-être sur l'image précédente, non, pas la précédente, c'est cette nébuleuse très noire, très sombre, qu'on appelle ici le sac de charbon, et qui obscurcit, qui est une nébuleuse donc qui est sans lumière, très noire, très sombre, de poussière galactique, et qui empêche de voir les étoiles. Ce qui fait que c'est un endroit avec très très peu d'étoiles à cet endroit-là. Donc il est possible que ce soit ce sac de charbon, ce que dans l'astronomie on appelle le sac de charbon, cette nébuleuse-là, juste au-dessous de la Croix du Sud, qui a été décrit du reste pour la première fois en 1499 par le navigateur Vicente Yáñez Pinzón. Donc cette nébuleuse était déjà bien connue. Donc il est possible que ce soit ça qui est pris pour une montagne à l'horizon, comme un brouillard dense à l'horizon qui empêche de voir vraiment les étoiles. Et je continue le témoignage de Pierre Mantir d'Anguera. At stellarum imagines ab hemispheri nostri stellis valde diversas sevidis se credunt. Quant aux constellations, ils pensent en avoir vu de totalement différentes par rapport à celles de notre hémisphère. Voilà les étoiles nouvelles, des étoiles totalement différentes, des étoiles étrangères, diversas, totalement différentes. Aic dederunt, aic accipito, davisunt non oidipi. Tel fut leur témoignage donc recueilli par Pierre Martyr d'Anguera auprès de ses marins. Tel fut leur témoignage, tel tu dois l'accepter, car ils disent les choses sans phare. Davisunt non oidipi, c'est une citation en fait célèbre, une pièce de Terence, les Andriennes, où le personnage, qui est un esclave, dit Davus sum non oidipus. Je m'appelle Davus, je ne suis pas Édipe qui résout les énigmes, bien connu, je suis que le simple Davus. Et donc ici, vous avez une variation sur cette citation célèbre du poète comique latin Terence. Et donc, là, vous avez l'une de ces toutes premières mentions de ces étoiles nouvelles que voient les explorateurs et qui arrivent vers l'hémisphère sud, vers l'Amérique. L'intéressant pour nous, ce sera quand ces étoiles arriveront dans la poésie, puisque c'est la poésie ici qui nous a donné le point de départ. Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, et nous verrons qu'il y a dans la poésie une très longue et, je vais dire, très belle histoire jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à Heredia lui-même de l'apparition de ces étoiles nouvelles de l'hémisphère sud. Je vous donne donc rendez-vous poétiquement à la semaine prochaine. Merci.